Notre conférence sur l'international, hein, le sémafroid à l'international et les défis du froid dans le monde, parce que c'est ça qui est important aujourd'hui. La conférence sera animée par Nevin, à qui je vais laisser la parole pour introduire le sujet de l'international. Nous aurons un certain nombre d'intervenants que je remercie. Je remercie d'ailleurs Mathieu qui est intervenu dans la conférence précédente. Alors, particulièrement les gens qui interviennent du Canada, parce que non seulement ils se sont levés tôt ce matin, mais en plus ils se sont levés tôt un jour férié, puisqu'aujourd'hui c'est férié au Canada. Pour la séance sur l'international, nous allons avoir un tour du monde, puisque nous allons avoir des intervenants depuis le Vietnam jusqu'aux États-Unis. Et donc, merci à eux pour avoir pris le temps d'intervenir avec des heures qui sont décalées par rapport aux nôtres. Donc, Nevin présentera le sémafroid et l'international, puis nous aurons une présentation par Bruno Cortecci de la partie transport frigorifique vu du point de vue de l'Italie et de l'association des carrossiers. J'ai du mal. Tu bouges plus. Hein. Ensuite, la chaîne du froid. La chaîne du froid en Asie par Éric Durand, le dirigeant de Lamberey Asia. Et puis, nous aurons une vision du marché canadien de la chaîne du froid par Paul Engelmann, qui travaille pour Technia Canada et qui donc lui aussi s'est levé un jour férié de bonheur. Nous aurons une présentation de l'ATP aux États-Unis par Howard Pedolsky. Et puis, Camille conclura cette session. Merci beaucoup, Nevin. Je te laisse la parole. Bonjour à tous, bonjour pour ceux que j'ai déjà vus. Donc, je suis Nevin Pochet, directrice des relations internationales institutionnelles du groupe Technia sémafroid. Donc, pour cette petite partie introductive, pour vous présenter un petit peu le sémafroid à l'international, mais aussi l'international au sémafroid, on verra comment. Donc, c'est bon, c'est affiché. J'arrive pas à passer les slides, par contre. Excusez-moi. Voilà. Donc, tout d'abord, nos clients à l'international. Aujourd'hui, sémafroid Technia, c'est des clients dans plus de 40 pays dans le monde. Il y a effectivement une très forte demande à l'international, une globalisation qui est toujours en développement, une forte croissance des besoins dans le domaine du froid. Donc, sur l'ensemble de nos métiers, bien évidemment, hein, et ces certifications partout dans le monde, en particulier Europe, Amérique du Nord, Asie. Si on s'intéresse à la certification volontaire qui est Certicol des clients dans plus de 12 pays dans le monde, si on s'intéresse à la formation, quelques exemples. Hein. Nous avons accompagné la formation de plus de 120 cadres en Inde sur la chaîne du froid. Dans les domaines de l'expertise, on peut citer également l'assistance à maîtrise d'ouvrage en Afrique du Sud pour la construction de tunnels d'essais dans le domaine donc pour des engins de transport sous température dirigée. Donc, au profit de clients et partenaires entreprises privées ou gouvernements et institutions étrangères, mais également d'agences des Nations Unies, puisque nous avons également travaillé pour l'UNEP, par exemple, en délivrant des formations fluides frigorigènes. Pardon, j'enlève mon masque, peut-être on m'entendra un petit peu mieux. Ou encore pour l'UNIDO, dans le cadre d'une étude sur l'efficacité énergétique de la chaîne du froid en Afrique. Citer également, bien sûr, notre implantation à La Réunion qui participe à notre rayonnement, notamment dans la zone océan Indien, et puis nos deux filiales à l'international, que sont Technia Italia et Technia Canada. Donc, Technia Italia, notre filiale, la première filiale internationale historique du sémafroid, créée en 2013, dirigée par Giuliano Caselli, avec toute l'équipe en Italie, qui est établie donc à Casale Monferrato, qui est la capitale italienne du froid. Et nous avons inauguré cette année de nouvelles installations, de nouveaux locaux, donc avec des bureaux, des salles de formation, mais également, ça nous permettra d'avoir de nouveaux moyens d'essai avec des halls d'essai. Ici, la photo aérienne donc, des implantations qu'on est en train d'inaugurer à Casale Monferrato.
Tecnea Italia, c'est plus de 600 clients partout en Italie. On est présent sur l'ensemble des régions italiennes, avec une offre qui présente finalement toute la gamme de prestations de Tecnea Semafroid, en particulier dans le cadre de la F-Gaz, la certification à la fois de personnes et d'entreprises. Nous sommes d'ailleurs accrédités par le comité italien d'accréditation Accredia pour cela. Également de la vérification d'outillage frigoriste, de l'expertise dans le domaine de la chaîne du froid et de l'ATP. Mais on peut citer également notre désignation en 2020 comme expert ATP pour le renouvellement des attestations ATP, qui est une vraie reconnaissance dans le secteur du transport, on peut le souligner. Tecnea Canada, donc, dirigée par Camille Fertel, donc, qui a été créée en 2019 avec une ouverture de nos bureaux à Montréal en septembre 2020, qui a pour vocation à rayonner sur tout le continent nord-américain, à diffuser également l'ensemble des prestations de Tecnea Semafroid, avec un accent en particulier sur 4 volets: la recherche et le développement en accompagnement donc, de nos clients pour tout ce qui est aide à l'innovation, mais également des partenariats de recherche. On vient d'avoir l'illustration avec Mathieu, donc avec l'école de technologie supérieure, qui est membre du réseau de l'Université de Québec, avec qui on a d'autres projets, d'ailleurs Coviclim, qu'on peut aussi citer, donc, qui donnent pour objectif de mettre en place des protocoles d'essai de la qualité de l'air et des procédures d'audit des systèmes de traitement d'air dans des systèmes confinés, donc en particulier par rapport au Covid. Autre volet, l'expertise, donc l'expertise indépendante sur l'ensemble des composantes de la réfrigération. Et là, on peut citer également, pour la première fois au Canada, pour le compte de Transit, qui est un constructeur de cellules isothermes canadien, les premiers essais de coefficient K au Canada qui ont été effectués il y a quelques semaines. Donc ça, c'est intéressant à souligner. Puis un partenariat avec l'Institut d'innovation en logistique du Québec. Et puis, des analyses technico-économiques, bien sûr, conduites en accompagnement aux acteurs pour les accompagner dans leur développement stratégique. Alors, notre présence à l'international, c'est aussi, bien sûr, la participation de nos experts à des organisations scientifiques, technologiques internationales et des instances de normalisation. Dans le cadre, bien sûr, de l'Institut international du froid, Gérald est président du Conseil scientifique et technologique de l'IF, Thomas Suquet, président de la sous-commission des stations d'essai, donc la CERT de l'IF, Mohamed, qui est membre de la commission B2 pour les équipements frigorifiques. Dans le cadre de l'UNES, donc avec le groupe de travail WP11 qui suit l'ATP, Jean-Michel Bonal, expert Semafroid et vice-président du groupe WP11, et puis également de nombreuses implications, encore une fois, dans d'autres instances de normalisation, ISO, CEN au niveau européen. Je peux citer par exemple le CENTC 413 sur les méthodologies d'essai et exigences relatives aux moyens de transport sous température dirigée. Et bien évidemment, on participe également au groupe miroir français de ces instances de normalisation. Transfrigoroute, bien entendu. Transfrigoroute internationale, bien sûr, auquel on participe très activement. Et puis, alors, après ces quelques mots sur notre présence à l'international, on souhaiterait également souligner notre internationalisation en interne qui participe bien sûr à notre développement international. Donc, juste quelques mots. D'abord, pour vous montrer la maîtrise des langues par l'ensemble de nos collaborateurs au Semafroid. On maîtrise un peu plus d'une dizaine de langues. Donc, voilà un petit peu la cartographie de ces zones géographiques qui correspondent à ces langues. Et puis, au niveau également de la connaissance personnelle approfondie de certains pays, que ce soit par le contexte familial ou parce que certaines personnes ont vécu dans ces pays, eh bien, on connaît de manière approfondie près d'une quinzaine de pays dans le monde. Et on sait combien la dimension interculturelle, bien sûr, est importante dans le cadre des échanges internationaux. Donc voilà, c'est juste pour vous faire une petite introduction sur cette partie internationale. Je vais laisser maintenant la parole à M. Bruno Cortecci, qui est depuis 14 ans donc, directeur commercial de Plastobloc en Italie, qui est un fabricant historique et de référence dans le domaine des solutions de transport sous température dirigée, et également président de la section froid donc, de l'ANFIA, qui est l'association italienne des industries du secteur automobile. Monsieur Cortecci, la parole est à vous. Bonjour.
tout d'abord, je voulais remercier les amis de Chinois pour l'invitation. La connaissance du français n'est pas bonne, donc j'ai fait mes rapports in italien. Merci d'avance pour la vostra pazienza. Inizio dicendo che l'unica certezza che oggi abbiamo è l'incertezza. Scusa Bruno, grazie mille per l'introduzione. Penso che è meglio di fare la traduzione in francese per le persone che non parlano italiano nella sala qui e anche in linea. Se tu fa un stop dopo qualche secondo parole, io può fare la traduzione o Giuliano anche. Grazie, merci beaucoup. Aprivo dicendo questa frase che l'unica certezza che abbiamo oggi è l'incertezza, perché non c'è una direzione ben precisa che possiamo scegliere, ma ne abbiamo davanti molte. La seule certitude que nous avons, c'est que nous avons de l'incertitude. C'est ce qui est écrit. Come sapete, anche in Francia, così in Italia, l'ATP è una regola, una legge dello Stato che viene impiegata sia per le véhicules che per i semirimorchi e vengono trattati in maniera uguale sia i trasporti a lungo raggio sia i trasporti di piccolo cabotaggio, cioè di distribuzione urbana. E questo non è giusto. Comme vous le savez, l'accord ATP est la règle internationale de transport des denrées périssables pour le transport international. Et en Italie comme en France, cela s'applique pour l'ensemble des transports, y compris les transports nationaux. Et cela s'applique aux petits véhicules comme aux gros avec les mêmes règles, ce qui n'est pas tout à fait techniquement valable. Voilà. La prossima slide. Merci. L'attestazione ATP è diventata dal 2018, dall'agosto 2018, elettronica. Non c'è più un foglio di carta semplice, ma c'è un foglio di carta barrato azzurro, riconoscibile appunto da questa striscia, sulla falsariga dell'ADR, del trasporto merci deperibili, che è il barrato rosa. Alors, depuis 2018, en Italie, l'attestation ATP est dématérialisée et il existe un registre qui permet aux experts et aux stations d'essai de vérifier les documents et c'est l'équivalent du barret bleu de l'ATP italien. C'est plus de sécurité, plus de contrôle et de vérification. Exactement. Et l'original ha un tampon sec. Voi in Francia siete molto più avanti, grazie al lavoro che ho fatto fino a negli anni precedenti, e noi vi stiamo un po' copiando. Et vous, en France, on est plus en avance avec les dispositions qui ont été mises en place, en particulier par le Semafroid depuis plusieurs années. Grazie. Dal punto di vista costruttivo, noi abbiamo la difficoltà che negli ultimi anni il poliuretano, cioè il maggior isolante utilizzato dalla carrozzeria, ha dei gas espandenti che sono sì più ecologici, ma hanno un fattore di conducibilità termica molto superiore. La difficulté pour les constructeurs, c'est que la qualité des polyuréthanes utilisés pour l'isolation des caisses, du fait de l'évolution des règles environnementales, s'est dégradée avec une augmentation de la conductibilité thermique des polyuréthanes. Ecco, questa è una frase che ho rubato a uno dei più grandi esperti italiani, l'ingegner Panozzo, e che mi ha sempre colpito. La conduttività degli isolanti è migliorata dagli anni 40, quando si utilizzavano il sughero e la lana di roccia, fino agli anni 80 con l'R12 e l'R11, poi è ritornata oggi agli stessi livelli degli anni 40, semplicemente usando roba chimica. Non esistono, penso, altre filiere industriali
in grado di aver fatto un'involuzione tecnologica. Tutti siamo andati avanti con qualsiasi mestiere e ho messo il Concorde con il vostro logo francese perché era l'unico aereo che poteva fare la trasvolata oceanica a livello supersonico e ora non ce l'abbiamo più. E una volta avevamo degli isolanti molto buoni, adesso non ce li abbiamo più. Quindi parliamo di involuzione technologique. Le graphique montre que en fait, la conductivité des isolants utilisés dans le transport frigorifique et des panneaux fait que, après une longue amélioration des années 40 aux années 80, eh bien, nous sommes revenus sur les engins neufs à la situation technique et la performance des années 40. Il y a très peu de domaines dans lesquels on a fait un tel retour en arrière et où nous sommes revenus à la situation d'il y a 80 ans en termes de performance technique. Le seul domaine peut-être où on a fait ça, c'est l'aéronautique avec le Concorde, qui était un supersonique pour transporter les passagers en 2 heures pour aller à New York, et où on est revenu à des trajets de 6 heures. Sinon, dans aucun domaine technique, on a fait un tel retour en arrière. Quindi possiamo fare dei piccoli miglioramenti in ogni piccolo dettaglio. Innanzitutto cercando di eliminare i colori scuri dal veicolo, perché questo non è contemplato dalle norme, e purtroppo i colori scuri sono molto graditi agli uffici marketing, ma altrettanto non sono graditi dall'efficientamento energetico e dalla capacità di trasportare in giusta temperatura. On peut aussi, en matière de performance énergétique dans le transport, appliquer les bonnes pratiques, à commencer par des choses assez simples, sont de bannir les couleurs obscures et foncées pour décorer les camions, pour mettre en place la maîtrise de l'ouverture des portes en durée comme en fréquence et de mettre des dispositifs pour éviter les sorties d'air avec des rideaux ou des rideaux d'air ou des rideaux à lamelles. Et ça, c'est des choses qu'on peut, à peu de frais, mettre en œuvre en termes de bonnes pratiques. J'ajoute, et ça c'est une note de la rédaction, que ce sont exactement les choses qui sont dans le programme Éclair et que nous sommes tout à fait en ligne avec ce point-là. Esattamente. Dobbiamo lavorare molto sulla professionalità, sul fattore umano, e quindi aprire e chiudere le porte molto velocemente è molto importante. Bravo, e invidio molto il programma Éclair, che in Italia non ha assolutamente uguali. Nous devons investir beaucoup sur le facteur humain et sur l'amélioration des performances, et nous regardons attentivement le programme Éclair qui malheureusement n'existe pas en Italie, mais que nous aimerions avoir dans les mêmes conditions. In questa slide faccio una comparazione tra lo stesso tipo di trasporto, la stessa quantità di trasporto fatto con un veicolo IR o fatto con un veicolo IN, specialmente nel trasporto fresco. Il cliente tradizionale non ha questa cultura, e faccio vedere che alle stesse condizioni uno chiede 4.000 watt e l'altro chiede 6.000 watt, ipotizzando un coefficiente K di 0,4 e un coefficiente K di 0,6. Questo porta a un le choix du niveau d'isolation, et si on prend la classe ATP de l'IR contre de l'IN, eh bien, est aussi quelque chose d'assez simple qui permet d'économiser de l'énergie. L'engin de gauche, qui est en classe IR à 0,40 watts par mètre carré, comparé à l'engin de droite qui est à 0,60 en classe IN de l'ATP et qui consommera 6.000 watts par mètre carré, 6.000 watts pardon, en utilisation, eh bien, nous avons 2.000 watts, soit 30% d'écart entre ces deux matériels, et ça, c'est un choix simple que l'on peut faire aujourd'hui sur le marché. E dal punto di vista costruttivo, migliorare il K, soprattutto nei veicoli piccoli, leggeri, ha un costo veramente ridicolo rispetto all'efficientamento e al risparmio energetico. Purtroppo però gli utilizzatori non si accorgono di questo, perché il compressore utilizza l'energia prodotta dal gasolio del serbatoio del veicolo. Pour les petits véhicules, l'amélioration de l'isolation est quelque chose qui coûte très peu et qui est très rentable
au vu de la différence de consommation, surtout lorsque l'on prend en compte que cette énergie est fournie par des moteurs diesel. Sì, la prochaine. Un'altra cosa che bisogna sviluppare è l'ergonomia di carico e scarico per aiutare il fattore umano, quello che dicevo prima. Utilizzare delle porte laterali piccole e, se possibile, utilizzare dei veicoli di compartimento con accesso anche dall'interno. L'ergonomie est aussi un élément que l'on peut améliorer facilement avec l'accessibilité des produits pour la distribution et l'utilisation de véhicules multicompartiments, l'utilisation de petits portillons pour accéder directement aux marchandises. Ce sont des façons de gagner en performance et en efficacité énergétique. In Italia stanno andando questo tipo di veicolo che è abbastanza strano perché non è ancora contemplato dalla TP internazionale, ma ha un piccolo compartimento anteriore congelato e il resto del veicolo invece idoneo per il trasporto freschi. Quindi abbiamo un veicolo che parzialmente è refrigerato e parzialmente è frigorifero. Questo serve per la distribuzione urbana della GDO, des supermercati. Ce type de petit véhicule se développe depuis quelque temps pour la livraison à domicile avec un double compartiment, un petit compartiment surgelé avec une plaque technique en réfrigérant à l'intérieur d'un véhicule de transport de produits frais avec un évaporateur ventilé. En Italie, ce véhicule a fait l'objet d'une dérogation permettant de circuler en national parce qu'il n'était pas totalement conforme à l'ATP. Esattamente. Speriamo, Gerard, di poterlo fare insieme in un accordo multilaterale. Un'altra cosa, che stanno prendendo piede i frigoriferi elettrici, dove riusciamo a ottimizzare le perdite di carico dovute al fatto che i tubi del gas impressione sono molto lontani e sono soggetti a perdite anche per il fatto stesso che sono tubi di gomma, mentre i frigoriferi elettrici hanno poca quantità di gas e pochissimi tubi e questi sono fatti di rame. Il y a aussi l'opposition entre la tradition et l'innovation, et par exemple sur ce type de véhicule avec un groupe frigorifique entraîné par le moteur du véhicule, l'ancienne version avec le compresseur dans le compartiment moteur du véhicule et des longueurs de tubes qui vont aux échangeurs avec des pertes, une efficacité énergétique assez mauvaise et qui peut judicieusement être remplacé par des cinématiques électriques dans des groupes où on réduit la taille et les longueurs du circuit frigorifique et où on gagne en efficacité. Sì. E appunto il fatto di poter utilizzare le batterie del veicolo tampone permettono di far funzionare il gruppo frigorifero anche quando il veicolo ha il motore spento, perché un inverter può permettere al ciclo frigorifero di funzionare. È logico che questo ciclo frigorifero deve essere ottimizzato per utilizzare al meglio i watt delle batterie. Per ora si possono dare anche 75 minuti di autonomia al veicolo spento. Il y a aussi des options électriques avec des batteries qui permettent de gagner en autonomie et de permettre le fonctionnement continu du groupe frigorifique, et en particulier lorsque le véhicule est à l'arrêt. Qua mostro la differenza tra un ciclo di distribuzione di un bicompartimento refrigerato con l'apertura delle porte, e questi picchi che si vedono sono molto evidenti nel trascinato tradizionale rispetto all'elettrico che si trova sulla destra, dove si mantiene anche un controllo di temperatura molto più sofisticato. Ces cours montrent clairement la différence entre une machine alimentée en électricité avec
des batteries permettant d'assurer la continuité de l'alimentation du groupe, et à gauche, un groupe polymoteur entraîné par le véhicule avec les arrêts du véhicule et les remontées en température dues à ces arrêts dans un système multitempérature de distribution. La dernière, quello che stiamo provando dal punto di vista costruttivo è l'impiego di materiali innovativi, perché dal punto di vista appunto della carrozzeria non possiamo pensare che i poliuretani possano migliorare nel breve tempo. Quindi l'applicazione di pannelli a vuoto incapsulati dentro il poliuretano o pannelli di aerogel potranno fare la differenza nel prossimo futuro, anche se sono tecnologie vecchie. Donc, pour l'avenir, il existe des solutions. On en a parlé dans les précédentes interventions, en particulier sur le sujet de l'énergie. On en parlera encore demain sur les sujets de l'innovation et du camion frigorifique de demain. Il y a les aérogels, Mathieu en a parlé, il y a les VIP, il y a un véhicule dehors dans la cour qui est construit avec des panneaux isolés sous vide. On aura une intervention demain sur ce sujet-là de Bruno qui nous présentera justement ce véhicule. Et la difficulté aujourd'hui, eh bien, c'est de passer de ces matériaux qui sont connus et disponibles à leur industrialisation et à des produits de terrain utilisables et qui vieillissent correctement. Merci beaucoup pour la vostra pazienza. Grazie mille Bruno per la presentazione dell'Anfia. Merci beaucoup Bruno pour cette intervention de la carrosserie italienne, de la carrosserie frigorifique italienne. Et je pense que c'est important de confronter les points de vue, de voir que nous avons un certain nombre de sujets ensemble. La possibilité, comme tu l'as évoqué, de travailler sur des accords bilatéraux pour reconnaître les pratiques qui se font dans les deux pays et promouvoir des solutions innovantes qui permettent de faire avancer la profession. C'est quelque chose que nous faisons depuis longtemps sur le marché français, que vous faites aussi à l'Italie, et le faire de concert, c'est aussi favoriser et faciliter la vie des industriels qui produisent sur ces deux marchés. Merci beaucoup pour cette présentation et je relaisse la parole à Devine pour la suite de la conférence après la traduction en italien. Merci Gérald. Bien, Eric Durand, est-ce que vous nous entendez? Oui. Je vous entends. Je vais partager mon écran si possible. Partager. Merci pour votre participation. Donc, Eric Durand est directeur général de Lamberet Asia, qui est un des leaders en ASEAN de la construction de caisses isothermes pour les transports sous température dirigés avec 2 sites de production au Vietnam et en Thaïlande. Et donc, Eric Durand va nous parler en particulier des besoins en Asie et des spécificités, des défis dans les pays tropicaux. Merci beaucoup. Bonjour. Est-ce que je peux partager mon écran? Alors, en fait, je suis à votre écoute pour passer les slides, Monsieur Durand. Ah, bon, parce que j'en ai modifié que 2, mais c'est pas grave. OK. Très bien. Donc, okay. Très bien. Donc, je suis Eric Durand, Lamberet Asia. Si vous passez à la slide suivante. Donc, je vis en Asie depuis plus de 30 ans maintenant et je dirige Lamberet Asia, qui est un spin-off de Lamberet France depuis 2009. Donc, nous avons... Ce sont des filiales qui avaient été créées par Lamberet en France et qui ont été, que j'ai reprises en fait. Donc, j'avais la direction et que j'ai reprise en 2009. Et nous fabriquons donc des carrosseries isothermes et qui vont du pick-up jusqu'à la semi-remorque. Donc, nous avons 2 sites de fabrication, en Thaïlande et au Vietnam. Et les marchés sur lesquels nous travaillons sont les marchés de l'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire l'ASEAN, 600 millions de consommateurs. Et nous exportons aussi un peu sur la Russie de l'Est et l'Australie, et aussi à travers des accords avec des carrossiers, avec des constructeurs, qui sont basés en Thaïlande. Donc, par exemple, UD Trucks, qui fait partie du groupe Volvo, ou Ford, qui fabrique en Thaïlande des pick-up. Donc, ces véhicules sont fabriqués en Thaïlande, sont carrossés en Thaïlande par nous et sont exportés après vers les différents importateurs dans le monde. Donc, si on cherche un peu les différences qu'on peut avoir sur les marchés, par rapport à l'Europe, on pense tout de suite à trois sujets, le climat, le niveau de développement et les habitudes culturelles. Donc, pour le climat,
on pense tout de suite à la chaleur avec le climat tropical, mais c'est plutôt l'humidité qui est un problème parce qu'elle crée des difficultés dans le fonctionnement des compresseurs et dans le fonctionnement des évaporateurs avec la condensation qui accélère le cycle des dégivrages. Donc, ça pose un problème de performance, principalement sur le transport des surgelés. Ensuite, dans les habitudes de consommation, il y a une crainte en fait, de la population qui dit que si c'est froid, si on a besoin de le réfrigérer, c'est qu'on veut cacher quelque chose. Un produit frais, il vient de l'arbre, il vient de la terre, il vient de l'animal est vivant. Si on a besoin de faire quelque chose pour en prolonger la durée de vie, c'est que c'est pas frais. Donc, si c'est froid, c'est pas frais. C'est une phrase que j'ai entendue au Vietnam et qui m'a vraiment marqué. On voit que la priorité est plutôt sur le coût que sur la qualité. Donc, quand il y a des arbitrages à faire, ils sont rapidement faits du côté du coût. Et un autre problème qu'on a, c'est le comportement des chauffeurs. On a parlé tout à l'heure des ouvertures de portes. C'est vraiment un sujet permanent ici de chauffeurs qui prennent la marchandise, vont la livrer et laissent la porte ouverte. Et après, il y a des problèmes aussi d'honnêteté des pratiques, les groupes qui se coupent en route pour gagner un peu d'argent sur le gasoil qui est alloué au forfait. Donc, on a des habitudes des chauffeurs qui nuisent au succès de la chaîne du froid. Suivante. Alors, le développement, il se fait en fait en une dizaine, une vingtaine d'années pour faire ce qui a pris 50 ou 60 ans à se faire en Europe. C'est-à-dire qu'on part d'une économie essentiellement agricole et locale, donc des circuits de distribution qui sont très courts, et on vient au monde moderne qu'on connaît en Europe. Donc, on part, par exemple, au Vietnam de marchés traditionnels où tout ce qui est vendu et tout ce qui peut bouger, bouge. Les petits animaux sont tous vivants, que ce soit les poulets, les poissons, les crustacés, tout doit être vivant, sinon on n'achète pas. Et il n'y a rien de réfrigéré, il n'y a aucune table de réfrigération. Alors, après ça, on arrive à une modernisation qui a été introduite par les Occidentaux, donc des entreprises comme Carrefour, Makro, Casino, Tesco, qui sont implantées au Vietnam, en Thaïlande et dans les pays de l'Asie. Et tous ces gens ont été rachetés par des acteurs locaux. Donc, ça veut dire que le concept du modern trade est entré dans les mœurs et a été adopté par les acteurs économiques locaux. L'évolution suivante, ça a été, à partir de ces hypermarchés, de revenir vers le centre des villes pour faire des convenience stores, donc des épiceries en franchise ou en succursale directe. Et le plus gros sur la Thaïlande, c'est 7-Eleven, qui est au départ une chaîne japonaise dont un acteur thaïlandais a repris une part. Il y a 10 000 épiceries 7-Eleven en Thaïlande, dont la moitié sur la seule ville de Bangkok. Donc, vous imaginez la densité que ça fait et le challenge des livraisons de ces 7-Eleven en multi-drop et en multi-température, bien sûr. Ensuite, il y a un autre défi qui est que ces pays veulent devenir des acteurs mondiaux au niveau des produits alimentaires. Ils le sont déjà sur certains, comme le riz, le café. Ils veulent aussi l'être sur les fruits et les légumes et les produits préparés. Mais ça signifie qu'il faut augmenter la durée de vie de ces produits. Et ça a un coût que pour l'instant, les marchés mondiaux ne sont pas prêts à accepter et les acteurs locaux ne sont pas prêts à accepter. Donc, il y a une activité forte du gouvernement pour essayer de favoriser la mise en place d'une chaîne du froid responsable et correcte qui va permettre d'augmenter la durée de vie et d'augmenter la valeur des produits qui seront exportés à partir des pays asiatiques. J'en ai parlé tout à l'heure, donc les convenience stores, c'est pour servir le centre des villes. Les centres-villes se sont développés à une vitesse incroyable. Et donc, quand l'urbanisation se fait, en général, on s'occupe d'abord des gens et d'essayer de les faire bouger. Donc, il y a 400 km de métro qui sont en construction à Bangkok en ce moment. Il n'y a pas un programme qui est aussi chargé pour transporter les marchandises. Donc, il reste le problème de comment est-ce qu'on livre en temps et en heure des marchandises dans les centres-villes sans les bloquer, sans bloquer la circulation qui est déjà assez congestionnée. Et c'est un sujet qui est insoluble pratiquement. Il faut trouver des systèmes de stockage intermédiaire pour arriver à faire le dernier kilomètre dans des conditions à peu près correctes. Mais quand on voit l'état dans lequel arrivent les crèmes glacées, par exemple, dans les magasins, on se dit qu'il y a un souci sur la chaîne du froid.
L'autre chose, c'est que donc, on veut limiter la circulation, on veut limiter la pollution. Et donc, dans tous ces pays, les véhicules électriques vont être une priorité. Alors, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de solution qui est commercialisée de façon viable. On travaille sur des prototypes avec des constructeurs. On est très intéressé par ce qui se fait en Europe avec les vélos, les tricycles, les motos, les petits véhicules, les véhicules embarqués. On suit ça de très près. Et c'est vraiment quelque chose qui va se développer rapidement ici avec une volonté des pays et des entreprises de faire avancer les choses. Et on va très prochainement avoir 2 prototypes électriques qui vont être faits avec un constructeur japonais. Alors, l'effet Covid, qui a, comme partout dans le monde, a créé un développement très rapide des livraisons à domicile. Et là, on se retrouve encore une fois avec des livraisons qui sont en petite quantité, de nourriture préparée, donc plutôt sensible. Et ça se fait pour l'essentiel, pour l'instant, à moto. Un obstacle encore pour le développement de ces livraisons à domicile, c'est la méfiance vis-à-vis de l'intégrité de la chaîne du froid. C'est-à-dire que les clients vont commander à domicile des choses qui ne sont pas sensibles, mais leur demander de commander surgelé à domicile, ils n'auront pas confiance dans ce qui va se passer entre le magasin et chez eux. Donc, ils vont éviter de commander du froid. Donc, on va avoir un problème, en plus de trouver des véhicules qui soient capables de gérer des températures multiples. Donc, on a fabriqué pour Tesco, il y a quelques années, des véhicules à 4 températures. Donc, il y avait la climatisation pour le chauffeur, un compartiment à 25 degrés, un compartiment à 2 degrés et un compartiment à moins 18. On en a vendu quelques-uns et ils ont eu quand même pas mal de problèmes pour les faire fonctionner dans des conditions acceptables en centre-ville par 40 degrés. Ce n'était pas simple. Mais donc, c'est quand même une tendance importante d'avoir des véhicules qui soient assez flexibles et qui soient capables de travailler sur plusieurs températures. Donc, le dernier point que je veux mentionner, c'est qu'on commence maintenant à avoir une réaction du gouvernement pour mettre en place des normes qui permettent d'assurer une chaîne du froid qui soit sécurisée, à la fois pour la chaîne alimentaire, mais aussi pour tout ce qui est produits médicaux. Et je pense que c'est le moment pour Semafroid de venir nous voir et de travailler avec nous pour essayer de mettre en place des normes qui tiennent la route. Merci beaucoup et merci de nous avoir donné cette opportunité. C'est nous qui vous remercions, Eric. Merci infiniment. Et on va venir. Merci encore pour votre participation et cette présentation. Je crois que le temps file, alors on va se translater de l'autre côté du globe, cette fois vers les contrées canadiennes, avec Paul Engelmann, qui est diplômé de HEC Montréal avec une spécialisation sur la gestion des opérations logistiques et qui actuellement est en stage au sein de Technea sur une partie appui au développement d'affaires et au bilan réglementaire. Donc voilà, je laisse la parole à Paul, si tu nous entends, Paul. Oui, bonjour à toutes et à tous, vous allez bien? Ça va, merci. Pour les slides, Vincent, c'est moi. Bon, Paul, je suis à ton écoute pour passer les slides. Parfait, c'est super. Donc, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du marché canadien du transport sous température dirigée. Alors, tout d'abord, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Paul Engelmann. Ça fait quelques mois maintenant que je travaille avec Ami Fertel dans la filiale Technea Canada. Et puis, je participe activement à l'appui au développement d'affaires et bilan réglementaire Canada-France. Et aujourd'hui, l'intitulé de cette petite présentation, c'est un marché de 2 milliards de dollars canadiens pour transporter au frais ou au chaud, mais sans ATP. Donc maintenant, avant de vous présenter plus en profondeur le marché, laissez-moi vous présenter le Canada en 3 brefs points. Donc le Canada, c'est 38 millions d'habitants, un climat rude avec en hiver moins 40 et sec et en été plus 40 et parfois très humide. Un territoire qui est 15 fois plus grand que la France et surtout une forte concentration de la population dans les provinces de l'Ontario et du Québec parce qu'elle représente à elle deux 60% de la population. Donc maintenant, en quelques chiffres, 90% des denrées périssables sont transportées par camion. Transport frigorifique, c'est 15 à 20% du transport de marchandises. Et chaque année, on a une augmentation de la demande en produits frais et surgelés d'environ 5%.
Mais avec tout ça, on a de véritables enjeux. 60% de ce qui est produit est perdu ou gaspillé au Canada et ça représente, et cela est dû à 20 ou 25% par une rupture de la chaîne du froid. Et chaque année, 4 millions de Canadiens développent des maladies d'origine alimentaire. C'est pas rien, ça représente presque 10%, un peu plus de 10% de la population et tout le monde y passe, moi le premier. Donc maintenant, laissez-moi vous présenter les technologies des caisses isothermes au Canada. Donc, on a des produits plus ou moins innovants avec des technologies des plus simples aux plus abouties. Donc, on a 80% des caisses isolées au Canada qui sont isolées avec des mousses en polyuréthane projetées, dont l'efficacité laisse parfois à désirer. Et on a 20% de caisses qui sont isolées par des panneaux sandwich et qui sont quand même de meilleure qualité et qui utilisent des technologies européennes. Maintenant, les carrossiers et les groupes frigorifiques sur la slide suivante que vous allez pouvoir voir. Donc, au niveau des carrossiers, donc on voit l'émergence d'un Big Four. Ces 4 acteurs, ils représentent quand même 70% du marché au Canada. Donc, en tête, on a Manac, qui est spécialisé dans les remorques. On a ensuite les fourgons Transit et les fourgons Leclerc qui, eux, sont plutôt spécialisés dans les vulles et qui proposent des équipements de bonne qualité. Et puis, pour finir, on a Multivan, une société qui est basée en Ontario et qui a été rachetée récemment par Morgan, le groupe américain. Et en parallèle, en fait, on voit beaucoup de petites manufactures qui sont soit très spécialisées, soit très localisées dans certaines régions du Canada. Maintenant, au niveau des groupes frigorifiques, c'était la slide précédente, on a Thermo King qui dispose d'une large gamme de produits par type de camion. On retrouve aussi Carrier qui est distribué par des revendeurs agréés. On trouve aussi ATC qui est une compagnie américaine et qui propose des groupes frigorifiques somme toute assez basiques. Et puis, on peut finir par Zanotti qui a été racheté récemment par Daikin et qui est présent essentiellement au Québec et en Ontario et qui a une alternative pour les véhicules électriques. Donc, voilà maintenant sur la slide suivante. Ça résume à peu près le marché au Canada. Donc, tout d'abord, le marché du transport sous température dirigée au Canada, c'est 2 milliards de dollars canadiens. Ça fait à peu près 1,4 milliard d'euros. Et puis, c'est surtout un marché en constante augmentation et surtout au niveau des revenus. On estime que la hausse des revenus va se poursuivre sur la période 2020-2025. Et juste pour vous donner un exemple, Manac, qui est le leader sur le marché des carrossiers en ce moment, c'est plus 137% de chiffre d'affaires entre 2015 et 2020. Donc forcément, vu que le marché est en si bonne santé, ça invite de nouveaux joueurs à rentrer dans le marché et on estime une hausse de 16% du nombre d'entreprises qui vont entrer dans ce marché pour la période 2019-2025. Voilà maintenant sur la slide suivante. Ça s'adresse plus aux transporteurs. Donc, on voit qu'il y a un inversement des tendances et ça pour plusieurs raisons. Tout d'abord, au niveau des réglementations. Les États-Unis ont mis en place des réglementations environnementales pour s'harmoniser entre le Canada et les États-Unis. Et donc, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des camions, on a aussi une hausse des concurrences parce que désormais, les transporteurs se doivent de proposer des équipements de plus en plus innovants ou en tout cas, ils essayent, en tout cas de bonne qualité. Et puis, on a une hausse du prix du pétrole. Donc, tout ça, ça a fait que ces dernières années, il y a eu un renouvellement des flottes réfrigérées. Et du coup, les équipements maintenant sont renouvelés plus rapidement qu'avant. Pour vous donner une idée, l'équipement moyen, son âge, c'est entre 4 et 7 ans. Donc, vu que ces équipements ils coûtent plus cher, la part d'achat de ces équipements diminue. On est passé à 80%, 80-85%. Par contre, la part louée, donc lease soit à long terme ou rental à court terme, elle augmente. On est à 15 à 20% parce que ça permet de répondre à une demande occasionnelle ou d'assurer en tout cas une flexibilité des flottes. Et tout ça à 50% en full service. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque année, il y a une augmentation de plus de 3% de la part louée en Amérique du Nord. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Et puis, pour finir, s'il y avait, je crois que c'est la slide suivante, s'il y avait 3 points à retenir qui sont essentiels pour bien comprendre ce qui se passe au Canada, c'est que c'est un marché qui est en pleine croissance où l'absence de réglementation, en fait, finalement, ça se révèle être un frein à l'innovation. On a un marché avec très peu de barrières à l'entrée et c'est surtout une demande croissante en équipement de qualité. Voilà, merci beaucoup. Merci, Paul. Merci beaucoup, Paul. Merci pour ta présence. Bien, écoutez,
Pour les questions, ça sera tout à l'heure. Merci encore, Paul. Now I will switch to English. On reste en Amérique du Nord. Howard Pedowski, Mr. Pedowski. Good morning. Good morning. Hi. So I will switch to English. Mr. Pedowski was prior president and CEO of Ukram Industries, developer and producer of a liquid nitrogen refrigeration system for transport and refrigerated produce. And he also was both a UK and German representative to Transfigurant. Ukram was the first lean system to have qualified, lean, so liquid nitrogen system to have qualified for commercial use in EU under ATP standards, also used in the US. So the floor is yours, Mr. Pedowski. Thank you again. Thank you. Excuse me. As I was writing this presentation, I realized an interesting thing. This is an anniversary for me. 40 years ago this summer, I left NASA and started a space consulting company. And my first contract was with Aerospatiale in Cannes. And so here we are again, you know, history repeats itself. 40 years later now, I'm speaking with Semifrod about refrigeration. Interesting, just some background. In 1993, I took a trip to the Ukraine and I was introduced to Virkin Institute for Low Temperature. They're a fairly renowned cryogenic expertise research institute. And they made me aware of a system that they had developed back in the 1970s using liquid nitrogen as a refrigerant for transport. In fact, they had about 3,000 vehicles running in Moldavia and Ukraine. I looked at it and said, this is a way to go. And we teamed up an expert from the Institute, Mr. Roland Gavrilov, and I developed a alternative liquid nitrogen system that utilized the nitrogen in a different way. Just so happened BOC Gases in the UK had done something very similar to the Ukrainian way. And that was using nitrogen in a gaseous state, not the liquid, but changing the state in a channel above the volume that was being refrigerated and just refrigerating with gaseous nitrogen. Well, with my brilliant partner in Ukraine, we developed a system that actually deployed droplets of liquid nitrogen, as you can see in that second illustration. That was our system bolted to the ceiling. Droplets came out as liquid at minus 190 centigrade and expanded completely to gaseous nitrogen, almost as we called it an explosion, and dispersed throughout the chamber immediately. What did that do? It actually was a significant impact on the time for refrigerating. We somewhat broke records for refrigerating, and actually Semifrod, when we went through the ATP process, as I'll speak about in the next chart, couldn't believe that we were able to cool from plus 20 to minus 30 in about a half an hour. The way we did this, and it was very critical, we were able to reduce the amount of consumption of the liquid nitrogen. And fortunately,
going through the process with ATP, that was a major advantage for us. Since we were the specification that was generated by actually Simmerfraud and ourselves for the ATP testing of this system was putting a time constraint, 12-hour time constraint into the test. On the bottom of this chart, you see 24-hour. Unfortunately, that should be 12-hour continue operation. I apologize for that. So then we continued on to the test. And as you can see, this is the actual data that was accumulated during the test. We ran our test in Bordeaux, and it was such a stressing time. I have to admit, thank God that there was a lot of wine in Bordeaux, because afterwards I had to consume quite a bit. This was, if you take a look at the chart, we had 350 liters of liquid nitrogen in our tank, where our storage tanks were actually able to store 650 liters. But Air Liquide, who was our prime supplier of nitrogen, another French company, I was surrounded by France, it seems, could not get into the building that we were doing the test, and we had to transfer the nitrogen to a dewar, and then transfer the dewar into the, it was a 350 liter dewar, and we transferred the dewar into the building, and you could not open the doors during the 12 hours to resupply. So we were only able to put 350 liters into our storage tank, which is suspended from the bottom of the trailer. We actually, our company bought a European trailer that actually was a UK trailer that had gone through ATP, and it was totally acceptable. It was a new trailer, a Schmitz trailer. And we started running the test. Now the test environment was the outside temperature outside of our trailer. Our reefer was plus 30 centigrade, which is pretty warm on a continuing basis. And then we were specifically supposed to refrigerate at minus 20 degrees. Simmerfraud also put a 1.5 kilowatt heater inside of the chamber to simulate produce in the heat exchange from the produce that would be in a trailer. So we were constrained by 350 liters. We had to last for 12 hours. Now, taking a look at the chart, you see that we, at the 12-hour point, where were we? We looked like we were actually exceeding the 350 liters. With a half hour to go, our gauges said we were empty. However, it was still refrigerating. So I sat there for 30 minutes with an empty tank, still refrigerating. If we didn't make it, we failed the test. So, but 5 minutes after the 12 hours, and all of a sudden, the temperature started to rise. The test was over. I actually kissed the storage tank and thanked my system for making it on its own. The next chart, please. Then we, with the system, our marketplace was both Europe and the US. Now, Europe, the European market was much more, I'll say, receptive. The US was very conservative in using new technology. We were working with a produce company called Safeway, which was a major company, is a major produce company.
And they have ultimately bought 1,000 of these. But during the development, we built, I think it was 12 prototypes of our system. And we gave them for use to several companies. We were provided by the produce companies. This is in the US. One company gave us 3 new trailers. One company gave us 2 trailers, I'll say in satisfactory condition. If they were going through ATP, they would have failed, but they were fairly new. And the 3rd trailer was in terrible condition. The 3rd company gave us 3 very old trailers. In fact, they were so bad that when we bolted into the wall of the one of the trailers to install our meters and our measurement devices, water poured out of the insulation. So you experts know that water-soaked insulation is not insulation at all. And we were supposed to be transporting, this was our sales mode, frozen goods as well as just refrigerated goods. We told those people, no way could we deliver frozen goods at -20 degrees centigrade when all we would be doing is freezing the walls. So that for that company, we just performed using normal produce. This is interesting because, as I'm showing here, all of these trailers came right off the operational line. They were being used actively to haul both normal produce, refrigerated produce, and frozen. There was no, and as far as I know today, there is no certification of operational trailers in the US. Next chart, please. So we then realized that one of the big problems that the US is having with multiple stop type of operations is by the time they get to the 3rd or 4th stop, ice cream is partially melted and the temperatures of the frozen are almost 0 or plus 3 or 4, even warmer before unloading. This led to a lot of spoilage, ice cream that was melted, and it was very costly in the US. In fact, the company McDonald's rejected about 30% of the food that was being delivered to the stores. We were marketing our system in South Africa, Israel, and India as well, and found there was a lot of similarity there. They used trailers and small refrigerated vehicles with no certification. I think Gerald and I met about 10 years ago. I retired from my company in about 11 years ago. And about 10 years ago, we met in New York, and I was trying to convince him at that time to bring ATP to the US. Well, here we are now, and we're going to be pursuing this. It just so happens the big sales point for making the systems, I'll say ATP certified, is the mechanical system. Even with mechanical systems, you save money because of spoilage. You reduce fuel consumption, and reefer manufacturers will have larger turnover. So therefore the environment will be better, and the customer gets better product. No one loses in this case. No one loses. So I think we have a very good chance
to actually make a marketplace today with the US government and Canadian governments being very, becoming more and more environmentally sensitive. I think this is the right time to move forward. A couple of the things that we must consider if we're coming to this area to preclude resistance from, I'll call it the customers, because the first thing they're going to say is another test, more money. We have to look at the present systems in the US, being the wall insulation, which is significantly less of less quality than is edicted in Europe. But for a new trailer, it's adequate. It does work here. So we have to work with the existing systems, the new systems, define a set of requirements, which Seymour Freud is very good at. I found when new technology came about, this was why I was interested in working with Seymour Freud in this process, because they can work inside of the various nations and what will work here rather than it must be this way or that way. So we have to also look at the lifetime of the systems to define how long these trailers should be on the market. And we have to consider prices and so forth. The government here now, since we've had a government change, is more acceptable to this. I think that this is going to be the way we're going to have to go, and I'm looking forward to moving forward with this process. I think Canada and the US have very similar situations when it comes to how we certify the trailers. Thank you. Thank you very much, Howard, for being with us today. Thank you so much. I think this is a perfect transition for the conclusion of Camille. Camille, I let you the floor. Thank you again, Howard. Celle-ci. C'est Vincent. Merci. Okay, merci beaucoup. So we are a little bit late, so I'm going to do it short and sweet. Donc, en conclusion de cette conférence sur l'international, je pense que le petit titre, c'est « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà ». Donc, ce qui est vrai d'un côté des Pyrénées ne l'est pas forcément de l'autre. Je crois que les présentations qu'on a eues illustrent très bien ce fait-là, c'est qu'on a des différences de terrain, de moyens, de réglementation et d'engins qui représentent parfois un challenge, mais aussi parfois un atout. Ouais, c'est toi qui... Moi, je peux. Ça marche pas. Donc, qu'on soit à Montréal, à New York, à La Réunion, à Bogota, à Singapour, en Inde, en Europe, en France entre autres, à Saïgon, au Japon, en Afrique du Sud ou à Alger. Donc ça, c'est tous les voyages de Gérald, hein, je précise. On transporte, on a des camions frigo qui transportent des denrées périssables un petit peu partout. Puis vous avez peut-être remarqué qu'en dessous, cette mosaïque de camions représentatifs de tous les voyages de Gérald au cours des dernières années, vous avez la carte que Nevin a présentée tout à l'heure avec nos implantations, nos clients. Et ce n'est pas un hasard si on a pris cette carte-là, c'est qu'on est partout présent là où on transporte des denrées périssables, d'une manière ou d'une autre.
Ce que je voulais rappeler, c'est que oui, on est partout présent dans le monde, mais que l'ATP, ça ne concerne que 52 pays, hein, sur les 200 et quelques pays que compte la planète. Donc finalement, ça concerne très peu de gens, essentiellement l'Europe. On a parlé avec Howard des États-Unis, mais les États-Unis ne l'appliquent pas. Donc ce serait un souhait de pouvoir faire en sorte qu'on ait minimalement des standards qui ressemblent à ça au Canada et aux États-Unis. On travaille là-dessus. Mais en dehors de ça, l'application de l'ATP en Europe et l'expérience que l'on a gagnée ici et développée, et les expertises qu'on a développées au sein du Sémafroid en matière de transport frigorifique, aujourd'hui, c'est un atout. Ce n'est pas forcément un frein. On a vu avec la présentation de Paul qu'au Canada, l'absence de réglementation, c'est un frein à l'innovation, puisqu'il y a peu de concurrence, donc on exige peu des moyens de transport, donc on exige peu de standards de performance. Et nous, aujourd'hui, on est capable, grâce à l'expertise que l'on a gagnée, liée aux différentes réglementations, qu'elles concernent les fluides, le transport, les réglementations sur le bruit et l'environnement, d'accompagner nos clients un petit peu partout dans le monde. Alors, comment on fait ? D'abord, on est capable de fournir une veille technique, réglementaire et normative sur tout ce qui se passe dans le monde, dans les différents pays, évidemment, où on est implanté en priorité, mais où nos clients se trouvent en fonction de leurs besoins. Des implantations internationales stratégiques, que ce soit par des ouvertures de filiales, par des contacts spécifiques, par des agences. Un réseau international et intergouvernemental. On est présent dans les institutions internationales, notamment avec Nevin, Gérald et un certain nombre d'autres collaborateurs. On accompagne nos clients aussi avec des études de marché. Je suis un peu la porte-parole puisque je suis l'économiste du groupe, donc c'est principalement mon activité, études de marché, études technico-économiques, intelligence économique aussi, et aide à l'innovation. Et puis, on fait partie d'un réseau international scientifique et de R&D, ce qui nous permet d'accompagner nos clients un peu partout dans le monde à travers de l'aide à l'innovation technologique, technique, mais aussi dans les pratiques. Donc, voilà ce que, en conclusion, je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Nevin ou Gérald veut rajouter quelque chose. Je crois que tu as très bien conclu sur le sujet. Il y a de l'avenir pour le froid et de l'avenir pour le Sémafroid à l'international, c'est en tout cas ce qu'on croit. Et on est là pour accompagner nos clients tout d'abord, et puis pour répondre aux sollicitations de ceux qui viennent nous chercher de l'étranger pour intervenir. Globalement, ce sont nos deux axes de développement. Donc, merci beaucoup. Je vous propose de faire une pause et de nous retrouver à 16h30 pour parler de vaccins et en particulier de vaccins de la Covid-19 avec le ministère de la Santé, les laboratoires, répartiteurs et fabricants de matériel qui, depuis 6 mois, travaillent sur le sujet. À tout de suite dans cette même salle.